Bonsoir à tous pour ceux qui sont en direct et bonjour pour ceux qui nous regarderont en différé pour cette quatrième et dernière conférence de l'année de la commission digitale. Situation un peu particulière parce que je suis seul côté animation au siège parisien du CIAN. Alors heureusement, j'ai face à moi une douzaine de courageux qui ont bravé la pluie et le froid parisien pour me rejoindre. Et nos quatre intervenants sont à distance. Donc, on va voyager puisqu'ils sont dans quatre pays différents. Je vous les présente dans un premier temps. En direct de Dakar, même s'il habite en Tanzanie, Jérôme Albou, qui est CTO d'Action. Et chacun, je proposerai de vous présenter vos entreprises en 30 secondes au début, parce que forcément. Jonathan Bischoff, qui est à Casablanca et qui est le CTO de Netis. Ensuite, nous avons Yves Dussault, qui est le DGA de Sonema et qui, lui, est à Monaco. Et enfin, Benjamin Fradel, qui est associé chez Tactis. Alors, Carré est avec nous ce soir, mais il y a un empêchement, mais il est à Paris. Ce qui fait que nous avons bien quatre pays différents qui sont représentés. C'est ça la magie du numérique. La thématique du jour est un peu plus technique que d'habitude de la commission digitale. On ne va pas parler de temps usage cette fois-ci qu'infrastructure. Parce qu'on le dit assez souvent, sans les réseaux, sans les infrastructures, ben, techniquement, sans la connectivité, tout ce qu'on fait autour du numérique, ça ne marcherait pas. Et pour ça, il faut à la fois des acteurs qui apportent des solutions, qui apportent de la technologie, des opérateurs télécoms. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression qu'il y a Non, mais une- peut-être faut que tu mutes ceux de. Quelqu'un coupe, à mon avis. Tu as le bout. Ouais, je vous propose de vous mettre en mute, que vous ne parlez pas, parce qu'on a une petite... voilà, Voilà. c'est parfait, merci. Et donc d'aborder ces sujets un petit peu sur ces dimensions, voilà, quelles sont ces technologies, ces infrastructures qui soutiennent le numérique en Afrique, à la fois les fondations, les modèles économiques, les partenariats, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de financement, notamment des bailleurs de fonds. Et puis, dernier point, des questions de souveraineté, parce que quand on discute avec les acteurs, notamment publics dans le numérique en Afrique, les questions de souveraineté sont importantes. Ce que je vous propose, on a donc ces trois grands thèmes que je viens d'énumérer. L'adéploiement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui des infrastructures, les modèles économiques, et puis ces questions de souveraineté, de transformation numérique. Une petite heure de discussion avec nos quatre participants. Et après, il y aura l'occasion, pour ceux qui sont en direct, hein, en rediffusion, ça ne marche pas, de répondre à quelques questions d'assistance. Il y a encore des gens qui arrivent ici à Paris. Donc, à la fois des gens à Paris, vous pouvez poser des questions en direct et réellement. Et Virgile, qui est derrière l'écran, pourra poser les questions des gens qui sont sur Zoom. Pour ceux qui sont sur Zoom, il faut poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Et Virgile sera votre porte-parole. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous intervenez au Scian. Donc, vous avez dans l'assistance des gens qui sont plutôt assez familiers avec l'Afrique, peut-être un peu moins avec tout ce qui est connectivité numérique, digitale et infrastructure. Donc, je pense que ça peut être utile que vous présentiez aussi rapidement chacun vos entreprises respectives. Alors, je commence par l'ordre alphabétique de l'intervenant. Voilà, il y avait un choix. Donc, ça tombe bien pour le premier, en tout cas, c'est Jérôme pour Action, même si je pense qu'Action est connu, mais ça vaut quand même le coup de rappeler ce que vous faites chez Ok. Action. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Jérôme Albouche, je suis le groupe CTO d'Action Télécom depuis maintenant 3 ans et demi. Et j'avais commencé toute ma carrière chez Millicom, qui opérait sur la brand Tigo. D'abord à peu près 7 ans en Asie et puis ensuite 10 ans en Afrique. Donc, j'ai une connaissance maintenant africaine, près de 15 ans, 13 ans, 14 ans et demi exactement. Donc voilà. Principalement enfin, sur l'ensemble du territoire. Pour Axian, c'est un conglomérat franco-malgache qui travaille dans les télécoms, mais aussi dans l'énergie, dans la fintech, dans la finance, dans le real estate, et qui a aussi pas mal d'autres programmes au niveau éducation, université, avec une grande fondation, etc. Donc moi, je m'occupe de tout l'aspect technologie du cluster télécom. On opère maintenant Traditionnellement, on opère dans 8 pays et on a fait une acquisition récemment au Kenya, en Ouganda et au Malawi avec l'acquisition du groupe Wananchi depuis maintenant 3 semaines. Voilà, maintenant on est donc dans 11 pays sur l'Afrique qui va du Sénégal jusqu'à l'océan Indien avec les Comores, l'île de la Réunion, Mayotte avec notre partenaire Iliad
et Madagascar. Voilà. Madagascar, bien sûr. D'ailleurs, votre présidente devait intervenir il y a un mois au déjeuner du CIAN. Bon, Mhm. l'actualité malgache a fait que ça n'a pas eu lieu, mais je Mhm. n'ai que partie remise pour 2026. Étienne Giraud, ce président du CIAN, me le confirme en direct. Jonathan, vous êtes CTO de Netis, donc petite présentation, Netis, qui est un des nouveaux membres du CIAN, d'ailleurs. On peut les féliciter pour Merci, ça. Merci Jean-Michel et merci pour l'opportunité. Donc oui, je suis le directeur technique du groupe Netis. Netis est un groupe qui construit et maintient des infrastructures télécom et énergie depuis maintenant 16 ans en Afrique. Donc on est sur 17 territoires sur le continent, avec des territoires qui s'ajoutent un peu tous les ans. On target 25 pays dans les 2 années à venir. Euh, nos principales activités sont de construire donc des réseaux de pylônes et de les maintenir, de construire des réseaux de fibre optique pour des clients donc comme Axian et comme GVA qui est membre du CIAN aussi. Et plus récemment, on a lancé une activité énergie où on construit des centrales solaires pour des clients hors télécom, donc pour du CNI de quelques mégawatts à des dizaines de mégawatts, on va dire, sur le continent. Donc Netis, en chiffres, c'est les 3200 personnes qui travaillent dans les 17 pays. On maintient environ 20 000 sites tous les jours, avec effectivement une connaissance approfondie des complications qu'on peut trouver sur notre continent. Merci, Jonathan. Yves, pour Sonema. Bonjour à tous. Solema, qui fait partie de la famille du groupe allemand MBS. Depuis 25 ans, on connecte et on sécurise des réseaux pour les banques, des groupes industriels, des fournisseurs de services essentiels à travers l'Afrique, avec une promesse des sites qui fonctionnent partout et en tout temps. On conçoit et on exploite des réseaux, je dirais, sur environ 35 pays en Afrique. C'est des réseaux hybrides résilients, donc ça utilise du terrestre, du mobile, du satellite géostationnaire, les nouvelles solutions Léo. On rajoute des couches de sécurisation et à travers un NOC 24/7. Et notre positionnement, c'est un guichet unique pour nos clients en offrant un contrat, un SLA et une supervision 24 heures sur 24 qui permet aux entreprises, principalement les banques, je dirais trois quarts, de se transformer, d'utiliser davantage le cloud, de commencer à intégrer l'IA dans leur métier et de croître tout en maîtrisant les coûts et les risques. Euh, Moi, je suis ici aujourd'hui pour, je dirais, compléter un petit peu la vision des trois experts à travers la perspective de nos clients qui sont des groupes panafricains. Donc, c'est du Société Générale, c'est du Air France, c'est du Castel, c'est des Bank of Africa, Tijari Wafa et d'autres acteurs bancaires et industriels, miniers et oil and gas. Non, mais c'est important parce que je pense aussi qu'il faut bien que tout le monde intègre, encore une fois, dans l'assistance, il n'y a pas que des experts des télécoms et des infrastructures, mais que ce n'est pas uniquement pour les opérateurs télécoms, c'est aussi pour les entreprises qui ont besoin de ces services. Donc, ce sera parfait. Et enfin, Benjamin, pour Tactis. Oui, bonjour, merci Jean-Michel. Le cabinet Actis, on est un cabinet de conseil spécialisé dans les infrastructures numériques, dans les projets d'infrastructures numériques à fort impact. Donc, on accompagne à la fois dans les phases d'études stratégiques, dans les phases d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la structuration des projets et dans le suivi, une fois que les contrats sont signés, les partenariats publics-privés notamment, le suivi de la bonne mise en œuvre. Donc, je suis au siège à Vincennes, mais on a deux filiales, l'une à Casablanca et l'autre à Kigali qui nous permettent de couvrir l'Afrique. On a réalisé depuis 2008 des missions dans 30 pays africains, notamment l'ensemble des pays de la CEDEAO. Depuis peu, on a cette fierté d'avoir accompagné des projets dans l'ensemble des pays. On est 70 experts, on a réalisé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, enfin on va réaliser. Et dans les PPP, pas qu'en Afrique, mais en Europe et en Afrique, on a monté des projets pour plus de 5 milliards d'euros d'investissement public et privé. D'accord, bah ça tombe bien parce qu'on parlera des modèles économiques tout à l'heure.
Peut-être pour commencer, Jonathan donc de Netis, et puis les autres après, je vais tous vous poser la question, mais un peu quelle est votre vision un peu de l'état de l'art, si j'ose dire, aujourd'hui, du déploiement de ces infrastructures en Afrique? On a dit qu'il s'est passé beaucoup de choses avec la téléphonie mobile en 20 ans, mais d'un autre côté, l'Afrique, c'est un continent immense. Donc, à la fois, une fois qu'on sort des villes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Yves, il parlait du client B2B. Quand on est dans une capitale, c'est peut-être plus facile que quand on est une structure minière perdue au milieu d'un désert. On voit arriver les acteurs satellitaires. Où on en est en 2025-26 de ces enjeux autour des infrastructures sur le continent africain? Donc peut-être Jonathan pour commencer, les autres auront un Oui. peu plus de temps pour réfléchir. Ok. Ouais, donc effectivement, bon, il y a eu un boom du déploiement du mobile. On va dire il y a un moment maintenant, et je pense que le boom est passé. Maintenant, le boom est vraiment sur le terrestre. On en parlait en préambule avec les collègues. C'est que enfin, le déploiement terrestre est vraiment encore au balbutiement en Afrique. On voit, comme le disait Jérôme justement tout à l'heure, des grandes capitales à plusieurs millions ou dizaines de millions d'habitants qui ont 10, 20, 30 000 prises maximum de fibres, par exemple, installées. On est encore vraiment très, très loin des autres continents. Et on est, je pense, le dernier. Alors, l'avantage de l'Afrique, c'est que on est souvent les derniers en technologie, mais on aime rattraper le retard et aller vite. Donc là, on est dans une phase où effectivement, on voit une forte accélération et un fort appétit des opérateurs et même d'Infraco aussi sur certains pays à aller pousser de la fibre un peu partout et du réseau terrestre fixe, ce qu'on voyait pas il y a une dizaine d'années. Donc nous, on l'a connu chez Netis à travers le groupe GVA qui a un peu changé le modèle, on va dire, et dynamité le marché. Donc sur maintenant 10 pays en Afrique, mais on le fait avec d'autres groupes, y compris avec Jérôme d'ailleurs, où on avance beaucoup sur des sujets fibres. Et c'est vrai que je pense qu'en tout cas à mon échelle et au niveau de Netis, la fibre est quelque chose qui va exploser là, dans les 5 années qui viennent sur le continent. Et les satellites, là, c'est une menace pour vous ou c'est un avantage? C'est un Euh, complémentaire? Désolé, je commence bon, à poser des questions qui fâchent, mais bon. c'est une menace. Alors Jérôme sera plus fort à répondre à cette question que moi, mais moi, je pense quand même que le fixe a de beaux jours devant lui, de par son côté illimité en termes de data. On est de plus en plus gourmands en data, tous, hein, au jour le jour. La 5G, l'intelligence artificielle qui consomme énormément de données. Et donc le satellite, je vois pas pour le moment comment le satellite pourrait répondre à ce besoin gourmand en termes de données. On va peut-être En passer tout cas, en étant compétitif, ça m'étonnerait. D'accord. On va passer la parole à Jérôme, parce que c'est aussi la vision de l'opérateur. Ok, mais alors déjà, on va commencer par le mobile. Comme vous l'avez bien indiqué, il y a eu un énorme boom ces 15-20 dernières années. Et si on regarde dans la plupart de nos pays et la plupart des pays africains, on arrive à des taux de couverture de plus de 95% de population. Donc, c'est pas que seulement les zones urbaines, les zones urbaines, les zones rurales, les grands axes routiers sont souvent très bien couverts. Et enfin, moi, quand je prends le train en France ou la route en France, bah, je me rends compte que bah, on n'est pas si loin en Afrique en général. Maintenant, il ne faut pas non plus généraliser. Il y a des pays qui sont quand même très compliqués, très ruraux à couvrir, tels le Congo, la République du Congo ou Madagascar même, qui est notre birthplace, où on est plus à des taux de couverture entre 80 et 85%. Et une des raisons pour lesquelles, c'est que souvent, c'est des terrains qui sont quand même très compliqués et la couverture satellite qui était très compliquée à l'époque. Donc, quand on parlera du Léo satellite, pour accélérer les couvertures rurales dans ces pays, c'est une opportunité en fait de catch-up dans les pays très ruraux africains. Mais dans les grands pays un peu plus avancés, type Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Tanzanie, on arrive à des taux de population de couverture quand même très très avancés. Et comme le disait Jonathan, c'était une réflexion qu'on avait, c'est que le fixe est quand même très en retard. Dans les grandes capitales africaines avec 10, 15, 20, 30 millions d'habitants, ben, il y a souvent seulement 10, 15 000 home pass. Il y a eu quand même un gros boom d'investissement depuis pratiquement 5 ans
où on voit les gros opérateurs du style Orange, GVA, qui ont quand même pris le lead dans l'Afrique francophone. Et en Afrique anglophone, ça commence. Donc, le groupe Action commence à avancer aussi. Mais tu as aussi le Safaricom au Kenya, par exemple, qui a près de 1 million de prises maintenant à Nairobi, etc. Donc, voilà. Ce qu'on voit aussi au niveau fixe, c'est que c'était beaucoup de petits acteurs, plus régionaux ou limités. Et on voit une consolidation des opérateurs avec les grands groupes qui rachètent petit à petit les opérateurs qui ressemblent un petit peu à ce qui s'est passé aussi en Europe ou en Amérique latine, par exemple. Mais il y a encore énormément de travail à faire. Enfin, pour une ville de 30 millions d'habitants où il y a peut-être entre 5 et 10 millions de résidences, ben, aujourd'hui, s'il y a seulement 50 000 prises, ben, il y a une opportunité de 5 millions de prises supplémentaires. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? Comment on va le financer? Donc, ça, c'est les gros challenges. Et surtout, les classes moyennes africaines commencent vraiment à grandir. Et donc, une classe moyenne africaine a les mêmes besoins d'une classe moyenne française où il veut accéder à son contenu digital. Donc, voilà. Et un dernier point sur le Léo Satellite. Ben, on voit ça au niveau d'action comme une opportunité. Alors, Parce que, Jérôme, c'est quoi alors je vais faire l'ingénu volontairement. C'est quoi le Léo OK. Satellite? Ah, le Léo J'ai Satellite, c'est les j'ai nouvelles lu technologies. quelque chose. On sait. En fait, enfin, le Leo Satellite existe depuis très longtemps. Il y avait des téléphones, il y a pour une vingtaine d'années, qui s'appelaient Iridium, qui Ouais. donnaient une couverture globale de voix. Mais c'était à des prix exorbitants où la minute était peut-être à 10 ou 20 euros. Mais ça donnait une couverture globale. Et pendant 20 ans, il n'y a pas eu trop d'évolution sur les satellites Léo. Donc c'est une constellation autour de la Terre parce que c'est des satellites qui sont quand même très proches de la Terre et qui tournent très vite. Donc, il faut une constellation. À l'encontre des satellites, on appelle ça geostationary, qui sont Bouge pas. l'équivalent des satellites que vous avez pour comme en France, comme il y avait Canal Satellite à l'époque, il y a l'antenne qui ne bouge pas parce que le satellite est toujours au même endroit. Ces satellites sont quand même très loin de la Terre, ils sont à peu près à 36 000 km, alors que le Léo est plus à 500 km, en moyenne 500 à 1000 km. Donc, il y a des problèmes, le signal met du temps, mais aussi la capacité est problématique et les coûts sont très élevés du géosatellite. Et donc, le Léo Satellite, je vais vous donner un exemple, hein. Au niveau quand on veut mettre un site 4G en milieu rural, le géosatellite, ça nous coûte à peu près 2000 $ par mois de bande passante. Et dans les zones rurales, pour pouvoir au moins couvrir nos coûts juste de Ouais, satellite, c'est bon courage. compliqué. Par contre, quand on passe au niveau du Léo, Satellite, on arrive à diminuer nos coûts de 90%. Donc, on passe près de 2000 $ à 200 $ en moyenne, hein. Ce qui fait que maintenant, bah, il y a une opportunité parce que ces coûts-là deviennent raisonnables. Donc, le low satellite est une opportunité. Et au niveau du business en général, on voit ça aussi comme une opportunité pour augmenter nos catalogues de produits et pour répondre à Jonathan sur le Léo, surtout dans les zones urbaines où il y a le fixe. Quand on regarde les cartes de couverture, par exemple, de Starlink en Afrique, eh ben, ils ont exclu toutes les zones urbaines. Donc, ils ont lancé au Nigeria, ils ont enlevé Lagos et Abuja, ils ont lancé à Madagascar, ils ont enlevé Antananarivo. Parce qu'il y a des problèmes de qualité, des problèmes de congestion très rapides. Donc, on voit que le Léo Satellite est aussi un produit complémentaire pour adresser les besoins de nos clients, soit au niveau redondant, soit au niveau, voilà, parfois tirer de la fibre dans les zones semi-rurales, ça apporte, mettre de la 5G dans les zones semi-rurales, c'est très compliqué. Donc, le Léo Satellite deviendra une alternative pour pouvoir connecter les entreprises, connecter les maisons, etc. D'accord, très intéressant. Yves, côté cinéma, vous voyez les clients plutôt B2B. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ces histoires d'infrastructures, de connectivité, il y a encore des problématiques, des goulots d'étranglement en Afrique ou beaucoup moins? Alors, est-ce que c'est les banques qui ont besoin de sécurité? Comme ça a été évoqué par nos deux précédents intervenants, les usages, je dirais, réseaux sociaux, vidéo augmentant, ont besoin de plus de bandes passantes? Ou au contraire, pour vous, les difficultés, c'est vos clients qui sont dans des mines au milieu de 400 km avec rien autour et que c'est difficile. Aujourd'hui, un peu, quels sont vos challenges sur ces histoires de connectivité? Ben, déjà, Jérôme a volé mon pitch parce qu'on est expert en satellite. Mais ça va. On a
On a un mix parce que la plupart de nos banques sont évidemment dans les capitales et ils sont dans les régions. Et c'est ça la complexité et la nécessité d'avoir différents médiums et de les mélanger pour être capable d'offrir la qualité qui est nécessaire. C'est-à-dire, c'est un mix entre le terrestre, entre le mobile, 4G, 5G. C'est du géostationnaire pour du backup, dans certains cas dans du nominal dans des régions éloignées. Et l'arrivée du Léo, que ce soit Starlink, que ce soit OneWeb, que ce soit prochainement Amazon, euh, chaque endroit, chaque région, je dirais, on doit choisir la technologie qui est adaptée et qui est performante. Et souvent, ça va être la combinaison de deux ou trois avec une orchestration type SD-WAN ou SAC qui va permettre d'offrir la disponibilité et la sécurisation que les clients veulent. Mais c'est pas facile de combiner je dirais la qualité, la couverture et les coups bas. En général, on va aller en chercher deux des trois, mais les trois sont compliqués. Mais l'arrivée du Léo pour le B2C, pour le B2B, c'est un excellent ajout, une excellente option. Et il faut s'adapter. C'est pas une solution miracle. Faut l'intégrer. On en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'il n'y a rien qui est infaillible. On l'a vu avec du Cloudflare, on l'a vu avec du Starlink, on l'a vu avec du Facebook, avec du Amazon, du Google. Et si les besoins sont critiques au niveau entreprise, il faut s'assurer d'être capable d'intégrer différentes solutions qui sont indépendantes. D'accord. Et dans les Et, zones et juste sur les goulots, évidemment, on parlait que le fixe n'est pas aussi déployé. C'est encore plus vrai dans les régions. Puis évidemment, c'est pas spécifique à l'Afrique. C'est des investissements importants, mais en particulier, c'est la dépendance à l'énergie en Afrique. Donc, ça complexifie le landscape. C'est du réglementaire, c'est mettre des conditions fiscales adaptées. Euh, on n'est pas toujours dans les territoires qui sont sécurisés. Et à la fin, je dirais c'est l'ARPU. Hein, c'est la formule magique. Est-ce que ça vaut la peine d'aller déployer dans des régions des extensions de réseau? Et le Léo, on en parlera tout à l'heure, a cet avantage que l'infrastructure est déjà mise dans l'espace et il reste juste à déployer des kits. On en reparlera tout à l'heure. et l'ARPU, c'est le revenu moyen par utilisateur. Oui. Je le précise parce que j'ai vu quelques têtes qui fronçaient les sourcils. Yves, mais finalement pour vos clients, aujourd'hui c'est le plus dur quoi? C'est les banques qui sont dans les grandes villes et les questions de bande passante, ou ça reste vos clients plutôt industriels ou miniers qui sont au milieu de nulle part et là c'est plus compliqué encore pour eux. Aujourd'hui, dans vos clients B2B, pour qui c'est le plus compliqué encore ces questions d'infrastructure? Euh, je- les- ils ont tous des challenges. Les mines, lorsque les gisements sont importants et que l'exploitation est importante, les opérateurs de fibres vont tirer la fibre jusqu'à la mine. Donc on le voit au Ghana, on le voit en Côte d'Ivoire. Ça va quand même demander de la redondance, parce que ce soit le book local, que ce soit le backbone, que ce soit l'accès Internet après, il peut y avoir des coupures. Donc, que ce soit le Léo, que ce soit le satellite, que ce soit une deuxième fibre avec un chemin différent, c'est là, on le voit, tant pour nos clients dans les métropoles que dans les régions, de plus en plus, c'est deux liens, et idéalement avec des chemins séparés. Et évidemment, comme disait Jérôme tout à l'heure, euh, c'est- c'est- d'année en année, c'est plus de débit. Avec la transformation numérique, on en parlera tout à l'heure, les besoins à bande passante explosent. Et c'est une des raisons que le satellite géostationnaire, qui est à 36 000 km et donc une latence de 600 millisecondes aller-retour, fait que c'est compliqué aujourd'hui d'utiliser des applications qui sont dans le cloud à travers du satellite géostationnaire.
C'est des performances dégradées et c'est des coûts plus élevés. Mais reste que c'est une des seules solutions qui permet une disponibilité à 100%. Donc, pour des sites critiques, on continue à l'utiliser. Pour des gens s'il y a une panne de 4 heures, c'est simplement des gens qui ne travaillent pas, mais qu'il n'y a pas un impact de production, que ce soit sur des miniers, que ce soit des groupes industriels, comme Optor Trafric, qui va gérer tous ces équipements dans les mines et qui collecte en live les données de tout ce qui se passe sur la machinerie qui s'est renvoyé à Caterpillar, par exemple, ben, c'est critique. Et donc, ils ont besoin de un, deux, trois liens. Il y a une orchestration derrière tout ça. Donc, c'est très clair. Benjamin, pour terminer sur mes tours de table virtuelle, je voulais que vous rebondissiez sur ce qu'a dit Yves il y a quelques minutes, sur la difficulté de ce triptyque entre la qualité, le coût et la couverture. Est-ce que c'est pas ça un des points les plus complexes en Afrique? Par ailleurs, où on sait qu'il y a eu dans le passé des Helios et HPS qui étaient des tower co, donc il y a eu des logiques de mutualisation, mais est-ce qu'aujourd'hui encore en 2025, la vraie difficulté, au-delà des aspects techniques, hein, c'est associé, c'est à la fois cette qualité de service, c'est les coûts, surtout quand on est sur des grandes superficies, et puis les questions de couverture. Oui, évidemment, ça reste un challenge important. Les coûts, notamment liés à l'énergie, à l'absence d'énergie à certains endroits, liés aux conditions complexes qu'il peut y avoir pour construire et maintenir ces sites. C'était un peu évoqué par les précédents intervenants. On est vraiment effectivement face à ces contraintes-là. Enfin, sans remettre en cause les chiffres qui étaient annoncés, on a une définition aussi parfois de la couverture qui peut dépendre entre enfin, des régulateurs. J'ai en tête certains régulateurs qui m'ont dit c'est couvert quand finalement on a un point dans la localité qui était couverte et ça répond pas nécessairement à tous les cas d'usage évidemment qui Évidemment. étaient évoqués par Yves, ce qui amène pour cette couverture universelle à penser effectivement à des modèles de partage, de mutualisation, de towerco, où on voit enfin aussi décoller les programmes de services universels dans les pays. Ça fait des dizaines, enfin, ça fait parfois plus de 10 ans que 2%, 3% du chiffre d'affaires des opérateurs est collecté par des agences et on voit enfin des projets, notamment au travers de programmes accompagnés par la Banque mondiale, qui construisent des pylônes à ces endroits et qui peuvent apporter du coup une combinaison avec un pylône adapté. Souvent, on prend en charge, enfin, et c'était un des points aussi que j'entendais, la solarisation des sites, parce qu'on est dans des zones où l'électricité est peu présente. On a des taux d'électrification qui peuvent être très très faibles, et dans ces zones rurales tout particulièrement. Et un modèle, le fait que les coûts puissent être partagés à différents opérateurs rend les choses un peu plus acceptables. Je voudrais qu'on parle un petit peu, qu'est-ce qui est innovant aujourd'hui sur ces questions d'infrastructure? Alors, on a déjà évoqué le satellite Léo. Jonathan, vous évoquez le lien que ce que vous faisiez par exemple avec l'énergie. Plusieurs d'entre vous en ont parlé. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel lien entre les infrastructures télécom et de l'énergie? D'accord. Alors, évidemment, comme l'a dit à l'instant Jérôme, on a des gros défis, nous, énergétiques, pas en ville, mais principalement en rural. Donc, sur l'ensemble des sites télécoms et des sites pylônes, on déploie des solutions de backup d'énergie. Donc, les solutions de backup, principalement sur de l'urbain, vont tourner avec des batteries lithium qui donnent une autonomie du site télécom de quelques heures et qui permettent de pallier, on va dire, 99% des coupures grid qu'on peut avoir dans les villes qui sont assez bien desservies. Mais en rural, c'est beaucoup plus compliqué. On tourne souvent on constate souvent des coupures qui sont beaucoup plus longues, qui peuvent aller de plusieurs heures à plusieurs jours, malheureusement. Et donc, les solutions de batterie ne suffisent pas. Donc, pour pallier à ça, malheureusement, historiquement, ça a toujours été les groupes électrogènes qui ont fonctionné. Alors, même si Netis a sa marque de groupe électrogène et aime en vendre, on aime quand même aussi à travailler les solutions palliatives parce que il y a un moment où c'est pas viable pour les opérateurs.
et ça impacte évidemment l'ARPU à la fin, ça fonctionne pas. On a des solutions de solarisation. L'ensemble des opérateurs, des towercos développent et maintenant poussent le solaire sur les sites. Le solaire a malheureusement ses limites aussi quand les coupures sont trop longues. Et donc en général, il y a des modèles hybrides qui se font entre donc solaire, batterie plus le groupe électrogène avec l'ambition que le groupe électrogène tourne le moins possible. Au-delà de l'impact coût, il faut penser que pour prendre un pays cher à Jérôme par exemple, quand il faut aller au fin fond de la Tanzanie pour amener 1000 litres ou 5000 litres de gasoil, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas quelque chose qu'on peut planifier en dernière minute. Quand c'est en RDC, encore moins. Donc le but, et c'est la volonté de tous les opérateurs, tous les towerco actuellement, c'est de faire disparaître le groupe électrogène. Donc il y a des solutions, nous par exemple, on réfléchit à des solutions hydrogène. Pour l'instant, c'est encore des solutions qui sont au balbutiement, mais on cherche des modèles qui nous permettraient de faire disparaître ce groupe électrogène tout en étant vertueux. Et c'est un des gros défis et un des défis majeurs des années qui viennent. Oui, c'est un super challenge, en effet. Yves, dans l'introduction, vous évoquiez l'IA, l'IA des infrastructures. Vous avez un ou deux exemples où l'IA peut jouer un rôle sur cette question-là? Euh, non, pas particulièrement. Je fais juste une parenthèse sur le point d'avant. Je demandais à mon directeur opérationnel pour nos clients, on a encore 25% des alarmes qu'on collecte, c'est des problèmes énergétiques côté client. Donc, ça confirme que c'est un problème qui est omniprésent et qui me disait dans les dernières années, ça a pas particulièrement, ça s'est pas particulièrement amélioré à ce niveau-là. Donc, l'IA, je ne sais plus qui l'a dit au début, je pense que c'est Jérôme, le, on discute avec les différents DSI de nos banques et l'état de l'IA, ils ont tous identifié qu'ils doivent travailler sur le sujet, notamment les banques pour être capables d'être plus performantes, d'offrir de nouveaux services et d'être capables d'accélérer des validations de dossiers et autres. Mais la plupart d'entre eux l'ont pas intégré. Donc, à ce niveau-là, je trouve qu'ils sont pas nécessairement euh, tellement en retard sur l'Europe. Mais on se rend compte, et on en parlera peut-être dans le troisième point, il y a un manque de compétences. Donc ça, ils vont être obligés de se faire accompagner par des partenaires qui auront déjà fait l'expérience de déploiement, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau bancaire ou autre. Je sais que Castel travaille déjà là-dessus, mais la plupart d'entre eux sont au premier balbutiement. Donc je sais que ça va faire croître énormément les besoins de bande passante, mais ça va surtout changer complètement l'architecture des réseaux parce que l'IA va être utilisée à travers plusieurs data centers. Et donc, malgré qu'on va parler de la souveraineté, malgré qu'on veut avoir un data center souverain, les solutions IA vont venir de différents endroits. D'accord. Donc, la souveraineté ne peut pas passer uniquement par avoir son propre data center et s'arrêter là. On pourra en reparler tout à l'heure. On en parlera de toute façon des questions de souveraineté qui sont importantes. Peut-être Benjamin, de votre côté, il y a quelque chose qui vous paraît l'innovation sur ces questions des infrastructures dans les années qui viennent? On a déjà parlé d'IA, on a parlé d'énergie, du satellite Léo. Oui, non, mais alors juste sur l'IA, effectivement, les data centers africains sont pas encore tout à fait prêts. On peut noter quand même l'investissement tout récent de Nvidia dans Liquid Telecom, qui est un opérateur panafricain qui est une infrastructure de backbone assez massive sur l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe qui a une plateforme de data center en Kenya,
Nigeria et Afrique du Sud. Et du coup, cette entrée d'NVIDIA au capital, alors c'est pas une structure, Liquid Telecom a pas l'air d'être en très bonne santé financière, donc je ne sais pas si, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, ça montre qu'effectivement, NVIDIA et les GAFAM commencent à regarder l'Afrique comme un terrain de jeu. Et Smart Africa, l'Alliance Smart Africa a annoncé préparer un programme d'au moins d'une demi-douzaine à une dizaine de data centers enfin IA en Afrique. Donc c'est quand même à noter parce qu'effectivement, jusqu'à présent, nous, les data centers qu'on a pu être amenés à visiter sur le continent africain ne sont pas du tout, enfin, ne sont globalement pas prêts pour ce changement. En termes d'évolution technologique, effectivement, le Léos et les impacts potentiels du Léos sont intéressants à suivre. Néanmoins, moi, je constate effectivement que ça reste très modeste en termes de commercial dans les pays qui l'ont autorisé, parce que Starlink reste bloqué dans beaucoup de pays et a été autorisé très récemment dans un certain nombre de pays. Mais si je prends le Rwanda, que nous on suit d'un peu plus près, puisqu'on a une filiale là-bas qui a plus de 2 ans de présence de Starlink, Starlink est monté à 8% du marché de l'Internet et est redescendu à 5%. Effectivement, et là on n'est pas dans des mégalopoles, même si Kigali, c'est pas tout petit, mais, euh, mais on voit que ça reste assez modeste. Et moi, ce que j'attends dans le Léos avec un intérêt fort, c'est de comprendre comment ce direct to cell, donc non pas l'accès fixe, mais comment il peut être utilisé dans les réseaux mobiles et peut être intéressant. Et ça fait écho avec ce qui pouvait être évoqué précédemment. Là où construire un pylône pour quelques utilisateurs potentiels, ça revient très très cher par abonné. Est-ce que cette technologie-là peut être mise à profit par les opérateurs? Peut-être pour remplir des obligations de couverture qui sont difficiles à tenir autrement. Et du coup, bon, les accords comme l'accord qui a pu être annoncé par Vodafone sur l'Afrique me semblerait intéressant à décrypter et à comprendre comment effectivement c'est vu sur ce volet segment mobile, où pour moi les réseaux mobiles terrestres ne seront pas, ont des capacités que ne peut pas faire le Léos en termes de trafic, mais dans les zones rurales, ça me semble intéressant D'accord. à analyser. Jérôme avait l'air d'acquiescer à ce que vous disiez. Jérôme, en dehors du Léo, est-ce que vous voyez d'autres sujets d'innovation dans les mois, Alors, années qui viennent? je veux juste, si je peux, Bien faire sûr. une petite réflexion sur ce qui a été dit, surtout au point de vue énergétique. Jonathan a forcément a raison que dans les zones rurales, c'est compliqué. Mais ce qu'on commence à voir aussi, c'est que même dans les zones urbaines, en fait, il y a quand même des croissances économiques énormes dans les pays africains. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des délestages dans les zones urbaines. Parce qu'il n'y a pas assez de capacité énergétique, parfois, et c'est surtout sur des équipements vétustes du style hydroélectrique, où avec le changement climatique, il y a des sécheresses où il n'y a plus d'eau dans les barrages. Et donc, on commence à avoir de plus en plus des délestages dans les zones urbaines. Que ce soit à Dar es Salaam, à Antananarivo, à Lomé, au Togo, etc. Et que les problèmes de disponibilité de réseau électrique, hein, c'est pas que dans les zones rurales. Et on commence à les voir de plus en plus dans les zones urbaines. Et parfois, ça peut être des dizaines d'heures, des dizaines d'heures. Les problèmes énergétiques, c'est pas que dans les zones rurales. On commence vraiment à voir ça dans les zones urbaines. Et ce qu'on voit aussi, c'est que il y a eu au niveau énergétique beaucoup d'appels à d'investissement dans les grandes structures énergétiques dans les pays, des centrales à gaz, des centrales hydroélectriques, etc. Donc il y a énormément d'investissements parce qu'on voit que c'est un problème. Je donne un exemple de la Zambie où la Zambie produit, je crois, si je me souviens bien, près de 90% de son électricité en hydroélectrique. Et depuis 4 ans, ils sont en sécheresse presque complète. Et donc, c'est des énormes problèmes, des énormes problèmes. Donc, il faut prendre ça aussi en compte, que les zones urbaines sont aussi problématiques. Au niveau du Léo, je voulais juste aussi rappeler, peut-être expliquer ce que c'est le direct to cell. Oh, Tu m'as demandé d'expliquer ce que c'était le Léo. Le direct to cell, en fait,
Ça permet à ton téléphone normal, 4G, 5G, de se connecter directement à un satellite et de passer des téléphones, recevoir des SMS et faire on appelle ça du low data, donc peut-être un petit peu de WhatsApp, etc. Et ça, comme le dit Benjamin, c'est sûrement aussi une autre avancée. On ne parlera plus forcément de couverture de population. Comme je l'ai dit, 95%, Benjamin dit, parfois les régulateurs, ils essaient de pousser pour avoir des beaux chiffres. Mais ça va vraiment donner une couverture géographique à 100%. Et ça va aussi nous aider, nous les opérateurs, à faire des études de marché très rapides et de voir où est-ce qu'il faut mettre des tours, où est-ce qu'il y a du potentiel, etc., où sont les devices. Et il y a plusieurs opérateurs. On parle beaucoup comme le Léo Broadband avec Amazon, avec Starlink, etc. Mais il y a aussi des opérateurs qui sont focalisés sur le direct to cell, comme AST, SpaceX sont une constellation spéciale avec direct to cell. Ils ont fait beaucoup de bruit avec le lancement aux États-Unis et T-Mobile. Mais il y a aussi il y a plein de petites startups qui commencent à se monter sur le direct to cell et ça peut être assez intéressant. Et une dernière chose sur le Léo, les Chinois arrivent aussi avec leur constellation. Ils sont pour l'instant un peu constellation direct to cell et broadband. Ils sont un peu undercover, mais on pense qu'une fois qu'ils viennent aussi sur le marché, ça va rajouter de la compétition et que les prix vont descendre. Aussi pour refléter sur Benjamin et le fait que Starlink, c'est 5 à 8% du départ de marché, c'est que, et je reflète aussi sur Yves qui disait l'ARPU, c'est que Starlink est toujours très cher pour la plupart des abonnés. Il faut se rappeler qu'en Afrique, les clients en moyenne dépensent 2 ou 3 dollars par mois pour leur forfait mobile. Donc, quand il y a un Starlink qui arrive et qui demande 20, 30 dollars par mois, bah c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et que maintenant aussi, les forfaits FTTX de fibre, c'est aux alentours de 10, 15 dollars maximum. Et donc, ça commence à devenir, enfin, il y a vraiment une différence de prix avec le Léo. Donc, voilà. Et pour tout ce qui est innovation et IA, nous, on commence déjà à utiliser l'IA dans nos marchés. Surtout sur deux sujets principaux, on va dire trois sujets, mais deux qui commencent à être matures. C'est sur l'optimisation de nos réseaux, 4G, 5G. On travaille avec des partenaires et pour donner un exemple, après 2-3 mois de connaissance de nos réseaux, les systèmes arrivent avec des centaines de milliers de recommandations, de changements de paramètres. Et ça, nos ingénieurs ne peuvent pas le faire. Donc, ça accélère et ça améliore la qualité des réseaux. Et aussi sur tout ce qui est optimisation de tout ce qui est operation and maintenance. On a fait des pilotes à large échelle dans quelques de nos pays. On arrive à on appelle ça MTTR en anglais, Mean Time to Repair. C'est entre le moment où la faute est détectée jusqu'au moment où c'est réparé. On a réussi à des optimisations de 30, 50, 70% parfois et une réduction du nombre d'incidents et des tickets qui sont ouverts de près de 50%. Donc, l'IA commence un petit peu à arriver même dans nos réseaux pour pouvoir optimiser la qualité de service. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, les Vodafone et autres le font très bien en Europe et c'est intéressant de voir que ça se fait aussi en Afrique. Maintenant, je vais être grossier, je vais aborder un sujet grossier, c'est l'argent, hein, ouais, cash is king. Les modèles économiques et les modèles financiers derrière tout ça, parce que les infrastructures, ça coûte cher, ça c'est clair, c'est des vrais budgets, ça ne va pas s'arrêter. Donc, comment est gérée cette question du financement? Et si vous pouvez, quand vous parlez pas, vous mettre en mute, ça serait parfait, parce que j'ai Demandez la parole. non, non. Et donc, ma question, c'était un peu la question, c'est le nouveau modèle de financement qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est des PPP? Est-ce que c'est l'utilisation, ça a été évoqué, des fonds de services universels? Alors, peut-être Benjamin, pour commencer sur cette question, parce que je pense que vous avez une bonne connaissance de ces sujets. Donc, ce sont les moyens de financement de toutes ces belles infrastructures. Déjà, je vais mettre quelques chiffres. La Banque mondiale a estimé que chaque année, il fallait investir en Afrique dans les infrastructures 6 milliards de dollars. Chiffre qui, à notre sens, est même peut-être pourrait devoir être réévalué plutôt à une dizaine par an, donc sur l'ensemble du continent. Par exemple, nous, on a travaillé sur la Guinée sur un programme de 100 millions de dollars par an d'investissement sur les 10 prochaines années. Euh,
comment on finance ça? Bah, il peut y avoir des choses qu'il faut financer ensemble, la communauté des opérateurs. On peut citer par exemple au Maroc le fait que Maroc Télécom et Inouï ont décidé de créer une JV ensemble pour financer ces réseaux. On peut citer aussi en, en RDC où Orange et Vodacom ont créé une joint venture pour faire des projets ensemble d'extension de couverture mobile. Donc, les opérateurs ont la possibilité d'investir et probablement de pouvoir aller plus loin en investissant ensemble. Alors, nous, on y voit beaucoup de vertus et on entend certains opérateurs qui sont un peu un peu moins à l'aise là-dessus. Et il y a des logiques effectivement de partenariat public-privé qui peuvent voir le jour. Il y a eu il y a eu quand même des grandes difficultés sur le côté backbone dans ces partenariats publics-privés, dans cette initiative des États avec des backbones qui sont globalement sous-utilisés par rapport aux investissements qui ont été mis en place. Et bon, on va constater que c'est quand même ils ont beaucoup été construits avec sur la base de prêts asiatiques, chinois même plutôt. Et ces projets-là ne fonctionnent pas bien du tout. On voit dans les nouvelles vagues, que ce soit avec des financements Banque mondiale, BAD, etc., des montages où on dissocie plus la construction de l'exploitation, qui a été un gros problème, et on essaye de mêler les acteurs dès le début. Là-dessus, il y a un projet qui fait beaucoup parler dans l'aspect backbone, enfin que tout le monde regarde avec l'espoir que ça se déploie, que ça marche, etc., qui est une JV entre l'État et les opérateurs nigérians qui projettent à plus d'1 milliard d'investissements pour 90 000 kilomètres de backbone, ce qui est très conséquent. Effectivement, j'évoquais les fonds de service universel qui commencent à être enfin utilisés, qui représentent des mannes quand même de plusieurs centaines de millions de plusieurs, enfin centaines de millions de dollars qui peuvent être dépensés, hein. On a des projets au Sénégal, nous, qu'on suit de 30 millions de dollars, à Madagascar, un peu plus encore. Donc, on sait que c'est une possibilité plutôt pour les pylônes de téléphonie mobile, pour l'extension de travail. Mais je pense il y a aussi côté opérateur des investissements qui peuvent être, parce que si je regarde les 10 milliards dont j'évoquais, si on prend le chiffre d'affaires de l'ensemble des opérateurs, on est à moins de 10%. Donc on est potentiellement sur des choses qui pourraient être financées dans une logique où les opérateurs travaillaient ensemble. Et on Oui. voit émerger des fonds d'investissement, enfin, on voit que les fonds dans les infrastructures qui ont été décisifs dans le déploiement d'infrastructures en France notamment et en Europe commencent à regarder ces projets-là, investissent dans des towerco, investissent dans des fiberco. Et donc ces entités-là peuvent être aussi des acteurs clés. Puis je vais finir avec l'Europe et le Global Gateway. Donc le mécanisme européen, 300 milliards d'investissements, dont 150 milliards en Afrique, pas que dans le numérique, pour investir potentiellement dans les projets d'initiatives privées ou d'initiatives publiques-privées et peuvent mettre 20% de dons et donc qui peuvent s'additionner à d'autres DFI comme la Banque mondiale, la BAD ou la banque conjointe des différents pays africains, Africa 50, qu'on voit intervenir dans ce genre de projet. Et grosso modo, si je résume tout ce que vous avez dit, entre des fonds privés, les banques publiques de développement, les fonds de services universels, les acteurs privés aussi, hein, les opérateurs télécoms, il y a de plus en plus quand même de moyens pour financer ces infrastructures en Afrique. Nous, quand on regarde et si on prend les programmes, si je prends la Guinée, sur nos 100 millions de dollars par an, on avait un trou de financement de moins de 10%. Si on considérait que tout le monde agissait de concert comme il fallait. Voilà. Donc potentiellement, on a des solutions effectivement qui se trouvent facilement. Jérôme, on a vu que certains opérateurs télécoms se faisaient financer par l'IFC, donc la partie privée de la Banque mondiale. Je pense à Maroc Télécom, Orange, GIZ. Est-ce que c'est des sujets que regarde Axian, c'est-à-dire se faire financer par ces bailleurs de fonds? C'est ma première question. Ma deuxième pour vous,
Vous êtes présent, j'ai noté, dans 8 pays. Est-ce que quand on est dans 8 pays, ça permet de faire des optimisations, des mutualisations, ou être entre la Réunion et le Sénégal, c'est trop compliqué, ça marche pas? Donc Alors une déjà, question. on travaille avec beaucoup de barres de fonds. Il a été annoncé récemment qu'on a signé une levée de fonds avec l'IFC, par exemple, aux Comores. Les Comores qui sont petites, mais qui sont aussi des pays assez compliqués, hein. C'est 3 îles au milieu de l'océan Indien, dans le canal du Mozambique. Et on travaille aussi avec des institutions privées, mais aussi on travaille avec nos équipementiers. Il a été annoncé il y a quelques années. On a travaillé avec Ericsson en Tanzanie, à Madagascar, et on a, avec le support d'Ericsson, levé des fonds avec IKN, qui est l'équivalent de Proparco en Suède, en fait. Donc, on a pu lever des fonds grâce à nos équipementiers. Donc, ça rentre dans les discussions commerciales, en fait, tout ce qui est financement en termes de paiement, etc. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que de plus en plus, il y a de la dette qui est disponible localement. C'est-à-dire que les banques dans nos pays deviennent de plus en plus solides et sont capables de prêter de l'argent à des taux raisonnables en monnaie locale. Donc ça permet aussi de se séparer, de décorréler un petit peu les fluctuations monétaires, parce qu'il ne faut pas oublier que nos revenus sont en monnaie locale, que nos investissements sont souvent en dollars ou en euros, et que gérer de la dette en monnaie locale, bah, ça peut aussi limiter les risques d'évaluation des monnaies qui, dans certains pays, on l'a vu au Nigeria il y a récemment, qui peuvent vraiment rendre la vie difficile à tous les acteurs privés dans le pays. Et ensuite, sur tout ce qui est comment est-ce qu'on peut gérer un petit pays. Alors déjà, bah, plus on a de volume, bah, plus c'est facile parce qu'on a plus de moyens financiers, plus de revenus, plus d'assets. Donc ça permet vraiment de pouvoir lever des fonds et pouvoir discuter. Par exemple, Action, c'était aussi récemment, on a renouvelé nos obligations avec une renouvellement de notre bond sur le London Stock Exchange en juin dernier. Et donc voilà, quand on peut mutualiser tous les pays et le volume, ça permet aussi d'avoir accès à des services financiers, de la dette plus facilement. Et la mutualisation, l'infrastructure entre les pays, les centres, ça marche ou ça marche pas? Bah, on en parlera ensuite parce qu'en Afrique, il y a de plus en plus de questions de souveraineté Voilà. et les connexions régionales interpays commencent à venir, mais sont toujours un petit peu limitées. Donc aujourd'hui, les mutualisations de data centers, etc., sont quand même assez limitées. Donc les investissements sont toujours dans les pays. Par contre, voilà, on mutualise plus les centres d'excellence, c'est-à-dire que bah, les ressources en Afrique sont pas forcément toujours disponibles, surtout quand on demande des ressources à des très hauts niveaux. Donc, on commence à monter des centres d'excellence qui permettent, au niveau humain, bah, de supporter plusieurs pays. Mais en infrastructure elle-même, nos infrastructures sont pas encore mutualisées entre les pays, sont vraiment dédiées pour chaque pays. On a travaillé un petit peu pour les Comores avec une utilisation de certains aspects au niveau de Madagascar ou de la Tanzanie. Mais ça reste quand même très limité. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bah, question pour Yves et Jonathan. Jonathan, dans vos modèles, chez Sonema et Netis, bah, vos clients, c'est soit les entreprises qui ont besoin de télécom, soit les opérateurs télécoms. Mais est-ce que vous avez été ou est-ce que vous êtes confronté à des clients qui vous disent, mais il faut aussi m'aider à apporter le financement, comme l'exemple qui avait été cité là d'Ericsson. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés, au-delà d'apporter la technologie, les services, on vous dit aussi, aidez-nous à trouver le financement? Je vais juste rapidement mentionner. Déjà, dans le oil and gas, il fonctionne presque exclusivement sur du locatif. Donc, tout ce qui est investissement, c'est porté par le fournisseur ou l'opérateur. Que ce soit sur du satellite ou d'autres solutions de cybersécurité. Et euh, on le voit de plus en plus avec les banques également. Cette capacité, on a fait des déploiements de réseaux de service managés, d'SD-WAN ou de firewall, des choses comme ça. Et même sur des montants qui sont relativement petits, que ça peut être sur du 200 000, 300 000, 400 000 euros, euh, ils veulent un modèle OPEX.
Euh, C'est-à-dire qu'en fait, vous déployez les infras et ce qu'il faut, oui, mais c'est pas payé upfront, c'est payé sous logique d'un abonnement ou de sur exactement. deux, Oui, trois oui. ans. Donc, on établit un modèle financier et à Comme avec des partir de sous-traitants. là, oui, oui. Donc, ça peut être du leasing ou du locatif. D'accord. Et ça peut être même pour des petits montants. On a avec un opérateur aérien, lui, c'est son modèle, c'est dans sa comptabilité, c'est ce qu'il veut. C'est pas une question d'économie, c'est une question de comptabilité. Donc, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus, euh, et particulièrement en Afrique, avec les finances qui sont serrées et que sur un projet de faire une refonte sur un réseau qui peut toucher 500 000, 800 000 euros avant douane. Euh, et ils se disent, OK, sur 3 ans, non, non, fais-moi un modèle locatif. D'accord, intéressant. Et vous, Jonathan, c'est des choses, c'est des problématiques que vos chers clients vous posent-ils? Oui, oui, absolument. Oui. Donc, on l'a eu sur des projets de construction de pylônes, par exemple, où on peut nous demander de ventiler l'investissement sur 1, 2, 3 ans. Donc, ce qu'on a pu faire ponctuellement, et c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup plus dans notre département énergie sur la partie solaire. Il y a D'accord. très peu d'acteurs maintenant qui veulent mettre le CAPEX. C'est beaucoup plus simple pour eux, comme l'a dit Yves, d'un point de vue comptable probablement, mais pas que, aussi d'un point de vue gestion de risque. Parce que, étant donné qu'on reste sur des modèles OPEX, une bonne partie du risque est chez nous, les garanties, la maintenance et la garantie de performance. Et donc, ça sécurise un peu ceux qui auraient pu être frileux il y a quelques années dans des investissements solaires ou ceux qui n'y croyaient pas beaucoup, étant donné qu'on nous impose une performance et qu'on la garantit. Si ça fonctionne pas, on n'est pas payé entre guillemets, donc ça sécurise tout le monde. Donc oui, D'accord. c'est des questions sur lesquelles on travaille beaucoup également. D'accord, on voit que c'est des sujets. Peut-être ma dernière question à vous quatre, et puis après on passera à quelques questions s'il y en a du public. Je sais qu'il y en a déjà qui sont arrivés via les QNR. Euh, Yves, je sais que c'est un sujet qui vous tenait à cœur. Votre rôle, le rôle de toutes ces questions d'infrastructure autour de la souveraineté numérique, on sait que c'est un vrai sujet sur le continent africain pour la plupart des pays. Vous, comment est-ce que vous percevez ce sujet? Est-ce que ça peut être quelque chose de bloquant sur vos clients B2B ou au contraire, ça permet d'apporter certaines solutions? On a commencé à l'évoquer en parlant de l'IA, mais plus globalement, c'est ces questions de souveraineté numérique. Le- la souveraineté pour nos clients, c'est plus une contrainte pour eux. Euh, nos clients, c'est pas eux qui poussent pour ça. C'est un problème. Le problème pour eux, c'est pas de raccorder un site, mais c'est de raccorder une donnée à un ensemble de data centers et au cloud sous les contraintes de régulation et de cybersécurité. Donc, c'est de naviguer dans cet univers où la banque fait affaire avec des filiales dans 10, 15 pays, fait affaire avec des banques régionales investies à gauche à droite, utilise des data centers, pas juste à la maison ou dans son pays. Euh, et donc, nativement, elle n'est pas liée juste à son pays. Euh, D'accord. et c'est la limite de la souveraineté. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps parce que j'aurais aimé qu'on puisse définir c'est quoi la souveraineté numérique. Oula, on va faire une conférence avec là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'opportunité pour nous, c'est d'être capable de déployer l'architecture qui répond aux besoins du client tout en de manière à ce que le client, principalement bancaire dans ce cas-ci, puisse être aux normes par rapport aux régulations, soit de sa banque centrale du pays ou de la région, que ce soit la BCAO ou la BEAC, par exemple. Alors, vous dites ça aussi parce que vos clients sont tous des clients privés. On est bien d'accord, Oui, quasiment. oui, oui, à 99%, oui. Voilà, je pense donc eux vivent aussi cette question de souveraineté numérique pas de la même manière dont les États le vivent, par exemple. Exactement. Et d'ailleurs, je dirais, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs quand vous étiez au symposium l'année dernière.
beaucoup de nos clients bancaires n'ont pas nécessairement eux-mêmes une bonne compréhension de la réglementation. Hmm. Que ce soit sur quel type de données doit rester dans le pays ou dans la région économique. Et donc, ils sont frileux pour utiliser des solutions qui vont aller à l'extérieur de leur pays parce qu'ils sont pas sûrs, le cadre est pas clair. Même si la BCAO, en théorie, a des textes, j'ai toujours pas réussi à les trouver moi-même. Ah, c'est un problème, ça, effectivement. Jonathan, est-ce que c'est aussi des problématiques, ces questions de souveraineté que vous voyez, ou au contraire, c'est des opportunités pour vous? Ah, je t'en mute, pardon. Oui, ce sera plus simple si j'active le micro. C'est mieux quand même. Euh, de notre point de vue, c'est forcément plutôt des opportunités, puisque évidemment, effectivement, les questions de souveraineté amènent des investissements en plus dans les pays, et donc Netis, quelque part, en profite davantage. Donc voilà, après, je rejoins quand même le fait que la souveraineté peut pas être totale, évidemment. Yves l'évoquait tout à l'heure, sur les questions d'IA, par exemple, je vois pas comment la souveraineté pourrait être totale sur un pays. On est toujours obligé, de toute façon, d'aller prendre de la data ailleurs. Donc la souveraineté, pour moi, sera jamais à 100% sur un territoire. J'ai l'impression que Jérôme acquiesce à ce que vous venez de dire dans vos 8 pays. Non, nous, ce qu'on voit, c'est que enfin, faut se rappeler que tout ce qui est data protection et souveraineté, l'Europe n'est pas, c'est pas si vieux que ça. Tout ce qui est GDPR, etc., c'est quand même assez récent. Et ce qu'on voit, c'est que l'Afrique emboîte le pas, souvent de l'Europe, et il commence à y avoir pas mal de lois, de réglementations sur tout ce qui est data protection et data sovereignty. Comme dit Yves, c'est naissant, donc il y a un peu beaucoup de gray area. Et tout ce qui est gray area aussi, ça peut venir avec des interprétations parfois très biaisées. On parlera peut-être des problèmes de taxes, par exemple. Donc, quand l'État a besoin de monétiser, enfin de faire une collection parce qu'ils ont des projets ou il y a peut-être une campagne électorale qui arrive, euh, souvent, bah, les gray area, ils en profitent pour mettre des pénalités. Donc, c'est pour ça que les banques, ou même nous, parfois, on est un petit peu, on va dire, cold feet pour une interprétation un peu plus généralisée. Donc, par exemple, nous, tout ce qui est personal data, donc toutes les informations de nos clients, on les garde dans nos pays, dans nos data centers. Je pense que la plupart des banques font la même chose parce qu'il y a un peu ces gré area, mais ce qu'on voit dans les, dans les, euh, dans les nouvelles lois qui arrivent, etc., ça commence à être un peu plus clair. Il y a même des agences gouvernementales qui commencent à se créer autour de la data sovereignty ou des protections de données et même des autorités. Même au niveau ranking dans les donc des autorités qui sont responsables de faire ça. Donc maintenant aussi, les banques ou les telcos ou n'importe quel autre opérateur privé a aussi une agence pour demander, poser des questions. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Et ce qu'on voit aussi, c'est par exemple aujourd'hui les emails avec Microsoft, par exemple, ou autres, ou Google, etc. Mais en fait, il faut demander juste une non-objection. Et donc, on reçoit une lettre des autorités en disant il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Donc, c'est juste un contrôle, mais voilà, maintenant qu'il y a des autorités, on sait à qui parler, etc. Donc, c'est pas le cas dans tous les pays. Ça commence à venir doucement, mais on voit ça aussi comme une opportunité. Et pourquoi l'opportunité? C'est qu'on voit aussi les investissements dans les data centers qui commencent vraiment à augmenter dans nos pays. Donc, chez Action, on a carve nos data centers dans une entreprise qui s'appelle Stellarix. Donc, on travaille dans plusieurs pays, mais on voit des investissements de data centers de petite taille, quelques mégawatts, ou de taille moyenne, plus de 50 mégawatts, qui commencent déjà à être conséquents, donc qui vont pouvoir aussi hoster un peu de serveurs IA dans certains pays. Dans les pays un peu plus avancés de l'Afrique, comme l'Afrique du Sud, Nigeria, qui montent peut-être à 100, 150 mégawatts de data center, etc. Donc, ça apporte aussi énormément d'investissements sur les data centers, et donc ça crée des opportunités de business, etc. Et on voit aussi les hyperscalers qui commencent à arriver. Microsoft Azure, Amazon commencent à arriver sur le continent avec de plus en plus de présence. C'est Donc beaucoup, je ça note. peut. Allez-y, terminez, pardon, je vous ai coupé. Non, donc Oui. ça apporte aussi parce que
en Europe ou que ce soit, on voit que la plupart des entreprises utilisent Amazon Azure pour faciliter leurs choses. Donc, quand on voit qu'il y a une présence qui s'affirme, bah, c'est aussi une opportunité de data center, une opportunité aussi d'avoir du hosting local, etc. Ouais, les Merci beaucoup. hyperscalers, c'est les vrais drivers, hein, pour moi. Mhm. On a une commission qui s'occupe de la fiscalité océane. Je pense qu'un jour, qu'on fasse une conférence télécom et fiscalité, parce que je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Vous en avez été plusieurs à l'évoquer. Benjamin, pour terminer ce tour de table, moi, je le trouve intéressant et rafraîchissant presque ce qu'on a entendu là comme témoignage, parce que d'habitude, quand on parle de souveraineté, c'est des grands principes du secteur public, mais là, on voit qu'à la fois, ça peut poser des difficultés, c'est aussi des opportunités de business. Quelle est un peu votre analyse de tout ce qu'on vient d'entendre? Moi, effectivement, c'est quelque chose. Moi, j'ai l'habitude dans les conférences, notamment avec les pouvoirs publics, d'avoir un certain nombre de généralités. C'est intéressant je voudrais renchérir effectivement sur les sujets que nous on voit comme intéressants à développer. C'est l'interconnexion entre les pays, parce que en fait, moi, je faisais un projet pour un opérateur panafricain d'origine française, euh, qui, Télécom. au moment où a intervenu cette coupure de câble à Abidjan, ce cas inattendu de quatre câbles coupés au même moment, au même endroit, et, euh, et je constatais que la filiale ivoirienne, elle était coupée du monde, parce que elle voyait dans un projet panafricain qui s'appelle Joliba, qui est le projet d'Orange en Afrique de l'Ouest, une source de revenus, mais elle avait jamais signé de contrat pour elle-même avoir la possibilité d'utiliser les réseaux des autres filiales d'Orange pour aller notamment à Dakar où se trouve la BCEAO et pouvoir notamment faire fonctionner des activités structurantes comme le mobile money. C'est que moi, j'ai quelques racines ivoiriennes par ma femme, donc j'ai rendu compte qu'on ne pouvait plus rien faire en échange, et notamment de mobile money à ce moment-là. Bon, c'est confirmé, bien évidemment. Et en fait, il manque beaucoup de bouts de réseau terrestre. Et, euh, les gens se sont rendus compte à ce moment-là qu'on ne pouvait pas toujours utiliser les câbles sous-marins pour se parler entre voisins. Et il y a des projets assez importants pour moi, de souveraineté régionale qui doivent être développés, qui coûtent moins cher que des câbles sous-marins. Je m'occupe d'un justement entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, et on se rend compte que pour quelques millions de dollars, on peut faire quelque chose qui rend un grand service à ces pays, à ces différents pays-là, en se sécurisant les uns les autres. Et donc moi, je trouve qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses importantes à envisager en termes de souveraineté régionale au travers de ces interconnexions terrestres entre les pays. Merci, c'est super clair. Je vous propose de passer Je veux aux juste, je veux juste questions-réponses. rajouter une chose. Faut pas, Allez-y. je suis complètement d'accord avec Benjamin. Il faut oublier que lors de la coupure des quatre câbles en face de la Côte d'Ivoire, qui était très compliquée, il ne faut pas oublier qu'il y avait deux autres câbles en Afrique de l'Est qui étaient coupés en face du Yémen et que les équipes ne pouvaient pas les réparer à cause des problèmes géopolitiques à l'époque où on va dire, les terroristes yéménites Ouais. attaquaient tous les bateaux qui se rapprochaient de la côte. Donc, on se retrouvait complètement isolé avec des coupures dues à une activité sismique en face de la Côte d'Ivoire et une activité géopolitique complexe dans la mer Rouge. Et donc, il faut, comme Benjamin, créer des interconnexions régionales. Mais le souci, c'est que ces interconnexions régionales coûtent quand même très cher. Elles sont là, mais par rapport au coût des câbles sous-marins, au prix du mégabit par exemple, ça reste très élevé. Donc c'est bien pour faire du backup, mais du point de vue opérationnel de jour le jour, c'est quand même des situations très compliquées à gérer entre le revenu économique et voilà. Et on va avoir sans doute plus de coupures associées à du sabotage que précédemment. Donc, c'est une réalité, je pense, la géopolitique qui vient en Afrique à ce niveau-là va avoir un impact. Merci pour votre optimisme.
Et Alors, pour, puisqu'on a parlé du Léos dans plein de cas d'usage, il y a un cas d'usage sur le Léos là-dessus qui est de la sécurisation potentielle pour du trafic critique qu'on peut envisager, notamment avec les technologies bon, qui restent non déployées à l'échelle commerciale, mais les technologies laser. On sait que les satellites Léos discutent entre lasers, mais ils peuvent aussi discuter avec le sol en laser. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on voit un grand intérêt pour les usages critiques, notamment des pays, de pouvoir, et bancaires, enfin miniers probablement aussi, de pouvoir utiliser ces technologies-là, donc qui sont utilisées par le militaire pour le moment. Mais Ouais, faire un voilà. bypass des câbles sous-marins et du terrestre. tout à fait. Je vous propose de passer à la phase des questions-réponses. J'ai trois questions en ligne. Merci Virgile. S'il y en a dans la salle, faites-moi signe. On est une douzaine, on pourrait se retrouver. Une des questions en ligne était: travaillez-vous en partenariat avec les fournisseurs d'électricité pour assurer la disponibilité? Déjà pas électricité, de ce que certains vous faisiez vous-même, mais est-ce que vous avez des contrats particuliers avec les fournisseurs d'électricité? Peut-être Jérôme, j'imagine, en tant qu'opérateur. On n'a pas forcément de contrat spécifique, plus que si jamais il y a une usine qui se met en place dans les zones économiques, par exemple pour notre data center, on a souvent un peu plus de disponibilité. Mais quand il y a des délestages au niveau régional ou national, on n'est pas épargné. Donc il faut toujours mettre vraiment nos backups. Souvent, dans nos pays en Afrique, l'électricité est toujours régularisée avec un opérateur étatique et donc il n'y a pas forcément d'autres opérateurs. Même avec Action Énergie, qui est notre filiale, quand on génère de l'électricité grâce à nos centrales solaires, je pense que c'est la même chose pour Netis. Bah, on revend l'électricité à l'opérateur national. Donc, on n'a pas forcément des opportunités de gérer notre propre centrale avec des contrats privilégiés. Voilà. Il n'y a pas d'autres réponses à part à ça? Oui. Sinon, j'enchaîne, vous me dites, hein. Il y avait une question. Juste en Allez-y. zone rurale, on voit émerger des nouveaux projets de bailleurs qui constatent que l'électrification n'arrive pas dans certains villages, et c'est les mêmes villages qui ont des problèmes de télécommunication, et on essaye de bâtir des modèles où les télécoms et le besoin énergétique concourent ensemble, et que le modèle économique en devient enfin, plus attractif. On teste ça, enfin, on essaye de tester ça à Madagascar. Ce sera une surprise peut-être pour Action, mais ou pas. Alors, juste pour rajouter, on fait ça, mais pas forcément lié au télécom. On a une autre filiale qui s'appelle WeLight, qui travaille à Madagascar, au Mali aussi, qui fait plus de l'électrification rurale avec les opérateurs, mais ça reste à petite échelle. Et au Donc, Nigeria aussi. et au Nigeria, exactement. Bon, il y avait une question sur comment abordez-vous les respects réglementaires, conformité de traitement des données, étant donné qu'il n'y a pas d'équivalent d'un RGDP, mais je pense que vous y avez en particulier répondu, notamment qu'il y a certains pays où il y a, bah, au Maroc, il y a la CNDP, il y a quand même des choses qui se développent dans la plupart des pays, donc je propose de passer, sauf si quelqu'un veut réagir. Alors, une, j'essaie de la comprendre, mais si j'ai compris la question, si vous ciblez des PME, est-ce que quand vous faites votre business plan, vos ROI, est-ce qu'il est facile d'estimer ce que vous rapportez le secteur informel? L'un d'entre vous veut répondre à l'impact de l'informel dans vos modèles économiques. J'ai l'impression qu'en fait, l'informel ou pas informel, on parle Je, à je peux l'argent. répondre, hein. Ce qu'on voit, surtout avec l'arrivée de la 5G et du FTTX, ben, on adresse de plus en plus les SME et les SOHO avec nos modèles avec des coûts quand même plus abordables que traditionnellement. Donc, on appelle ça pour la 5G du FWA, Fixed Wireless Access, qui est l'équivalent du FTTX, mais en 5G. Et on voit qu'il y a une grosse activité SME et SOHO sur le continent. Donc, il y a vraiment une accélération. Il y a vraiment une accélération ces dernières années. D'accord. Dernière question que j'ai sur la partie qui revient sur les satellites, hein. Oui. Starlink avec du Léo peut-il remplacer la bande C avec du géostationnaire en termes d'interconnexion et la bande passante des réseaux des entreprises? Le- la réponse très courte, on pourrait dire oui. La réalité, pas Non. nécessairement. Ça va dépendre. Les Normands, à Monaco. Non, non, mais ça dépend de différents critères. On remarque que le Starlink qui opère en bande Ka, si on est dans des zones tropicales,
et qu'il y a des grosses averses, il y a une dégradation du service. Il n'y a pas nécessairement une coupure, mais le débit descend de manière importante. Donc, ça, c'est un élément. Il faut voir si l'individu cherche une disponibilité de 100%, ce qui n'y aura pas nécessairement avec le Starlink. Ça va dépendre de ces types d'applications, parce qu'évidemment, en satellite géostationnaire, pour certaines applications, on est en mode dégradé, pour d'autres, ça fonctionne très bien. Et dans certains pays, les coûts de licence en géostationnaire sont très chers. Dans d'autres pays, ça ne l'est pas. Nos clients, je dirais, tous nos clients, les groupes bancaires, je dirais qu'ils ont encore gardé le V7 en géostationnaire, bande C, pour sécuriser leur réseau. Ça devient de plus en plus en mode backup et les réseaux terrestres euh, prennent la majorité du trafic. Mais pour synthétiser, ça dépend spécifiquement du besoin du client. Mais on voit une migration des clients qui passent du satellite géostationnaire vers du terrestre et vers du LEO. Et je veux juste Merci. rajouter une chose, surtout avec les technologies SD-WAN, comme le Oui, mentionnait Yves, exactement. ça permet vraiment d'avoir les mêmes systèmes sécurisés pour les entreprises avec juste de la 5G ou de la fibre FTTX. Et surtout, les entreprises avant cherchaient vraiment ce niveau de sécurisation qui peut maintenant être adressé avec le SD-WAN, qui est une Oui. technologie qui est là depuis On a, pas mal d'années. Il commence à devenir mainstream. je prends 15 secondes parce que c'est exactement le bon cas. On a une banque qui connecte ses agences au cloud, au core banking, avec un accès Internet broadband et un 4G et du SD-WAN. Et ça fonctionne bien. Je Bon, dis je pas pense que dans vous tous avez les perdu la pays, mais dans moitié, les la pays où moitié ils de la sont, salle ça va. ici, à Paris. Et pour donner un autre exemple, comme le disait très bien Yves, tout dépend de ce que recherche le client. Par exemple, si la latence n'est pas un souci, mais la disponibilité à 100% veut être garantie, le satellite C-band est le mieux. Par Mm. contre, si la latence est un souci, mais que les timeouts, c'est pas trop un problème, le Léo, ça fonctionne. Mais pour avoir des coûts encore plus agressifs, le SD-WAN avec de la 5G ou de la fibre existante terrestre, c'est encore mieux. Donc, c'est comme le disait Yves au début, c'est pour les entreprises, c'est vraiment trouver le bon, euh, enfin, la bonne balance entre différentes technologies et surtout les besoins qu'ils attendent en fait. Donc voilà. Exactement. Et c'est là qu'on a besoin d'experts sur le sujet. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Oui, monsieur, une question dans la salle. Oui. Euh, je me lève ou je... Est-ce que vous entendez la personne qui Vous parle? m'entendez? Oui, Très bien. J'entends. Ah, ils entendent, c'est parfait. Voilà. Bon, merci en tout cas pour cet exposé qui est vraiment très, très riche en informations. Je voudrais juste savoir, parce que vous avez parlé de la fiscalité, vous avez parlé de l'évolution technologique ou les technologies qui se superposent. Je voudrais juste savoir si les régulateurs qui sont dans les pays vous aident véritablement à gagner votre temps. Ou alors les régulateurs sont là pour vous freiner, ou alors ils vous freinent dans leur manière de pouvoir de réguler. Donc j'aimerais sincèrement que vous soyez franc là-dessus et dites-nous un peu votre ressenti sur la gestion des régulateurs au quotidien avec l'arrivée des nouvelles technologies. Vous avez parlé des Léo satellites, comment ça rentre dans la régulation, est-ce que ça protège vos investissements ou pas, ou les régulateurs sont en train d'ouvrir les marchés et vous met à risque, entre guillemets, avec les nouveaux entrants qui arrivent. On veut des noms. Je ne sais pas si quelqu'un. Pour vous aider, moi, je vais faire une réponse que m'avait fait un jour le patron, l'ancien patron, parti depuis longtemps d'Orange en Afrique et qui avait lancé Orange Money, donc on remonte à 17 ans en arrière. Et en conférence, publiquement, il avait dit, je lui posais une question similaire, il avait dit. Avant que je lance Orange Money, je trouvais que les régulateurs télécoms étaient pénibles. Et puis j'ai découvert les régulateurs bancaires, donc les banques centrales et compagnie. Et en fait, non, les régulateurs télécoms sont très gentils. Oh, 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 regarde. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ce point. Ou vous préférez peut-être Voilà, pas. je peux juste donner un peu une vue déjà. Les régulations en Afrique, chaque pays a leur spécificité. On a des pays qui veulent un niveau d'excellence et de qualité de service extrêmement élevé parce qu'ils veulent
montrer au reste du continent que bah, ils peuvent arriver à l'excellence à des niveaux de qualité de service au niveau européen. Il y en a qui souhaitent beaucoup plus monétiser le spectre, surtout sur la 5G où les fréquences sont très élevées. On travaillait avec un cabinet et il y avait un benchmark qui pour moi était très intéressant, qui est le coût du spectre par mégahertz, par GDP, par population. Et ce qu'on voit, c'est que sur ce niveau, le spectre 5G était plus ou moins aligné autour d'une moyenne, que ce soit en Corée ou au Nigeria, par exemple. Hein. Donc, ce KPI était bon. Et on voit certains régulateurs qui décident de monétiser beaucoup plus la 5G. Et au final, ça devient un peu un frein parce qu'on doit investir énormément dans les puissances spectrales. Et au final, on n'investit plus trop dans l'infrastructure elle-même. Ce qu'on voit sur le Léo, les régulateurs, et je crois que c'était, qu'est-ce qui disait ça? Benjamin, qui disait que les régulateurs sont un peu, certains sont très excités pour accepter le Léo, d'autres sont un peu plus, on va dire, cold feet. Et si on regarde la carte africaine, par exemple, de Starlink, c'est à peu près la moitié des pays Ouais. où Starlink est, et l'autre moitié où les régulateurs essaient de comprendre un petit peu comment adresser la situation. On voit dans certains pays, par exemple en Tanzanie, où au mois de juin, le régulateur a émis une guidance pour les satellites Léo. Euh, donc tout ce qui est autour bah, de data sovereignty, de data security, etc. Donc, et puis d'être sûr que bah, au niveau fiscal, les satellites payent aussi leur redevance dans les pays où ils opèrent. Donc voilà. Donc on voit un petit peu de tout, on va dire, au niveau régulateur. Ouais, c'est la stratégie de Sterling, hein, c'est de négocier de pays en pays, qui était une stratégie complètement différente de OneWeb, qui a laissé la responsabilité dans la plupart des pays aux revendeurs. Et c'est compliqué de s'adresser aux régulateurs et de payer. Euh, donc, l'approche de Starlink de délester les revendeurs de cette responsabilité-là fait des grands pas. On le voit aujourd'hui sur du VSAT géostationnaire. La responsabilité elle reste encore soit au client ou au vendeur comme Sonema de faire une application pour une licence. Et comme Jérôme mentionnait, ben, évidemment, c'est des négociations financières. Hein. Merci beaucoup. Alors peut-être avant de vous saluer, un slide qu'on avait, je ne sais pas si on peut le présenter, c'est juste pour vous parler des prochaines fois. Oui. C'est juste un point qui est un peu dans le cadre Oui. de la régulation. Est-ce que, peut-être pour Benjamin de Tactis, est-ce qu'il y a Pour des Benjamin. États qui avancent sur la libéralisation du secteur de l'énergie pour permettre d'amener des fonds et des investissements, pour permettre de construire donc, les réseaux in fine, Benjamin, vous avez entendu la question? Pas totalement. Libéralisation de l'énergie, c'est ça? Du Le secteur de secteur de l'énergie. l'énergie, pour permettre d'amener donc plus de fonds pour plus de fonds pour le secteur de l'énergie, ce qui aiderait le secteur du numérique, c'est ça? Bah, c'est une question méta, ça, pour le coup. Alors, est-ce que le secteur de l'énergie va se libéraliser un petit peu, comme je suis les télécoms en Afrique, ce qui aiderait les télécoms? Ouais. Alors moi, chez Taxis, il y a Vaste, des personnes vaste question, hein. qui sont plus experts de l'énergie que moi. Donc je vais pas. On est très actifs nous sur le sujet d'IRV notamment, mais c'est pas trop en Afrique. Du coup, que les véhicules électriques nous sont beaucoup demandés. Moi, non, enfin, je ne vois pas forcément ce que j'évoquais, moi, c'est qu'effectivement, l'électrification rurale et la couverture rurale pouvaient avoir une histoire commune, des projets communs. Et on voit certains bailleurs qui poussent dans ce sens-là. Mais de là, enfin, la déréglementation, enfin, la libéralisation du secteur de l'énergie, euh, ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même des entités publiques d'énergie, moi, ce que je peux voir dans certains pays qui sont quand même dans des situations financières qui semblent pas très très bonnes. Je pense notamment
enfin, en Afrique du Sud, on a beaucoup de data centers qui s'installent, mais pour autant, on a une situation, cet opérateur n'est pas en très bonne santé. Je vois aussi, et je le serais peut-être Action développé, je vois qu'il y a que Action Énergie joue un rôle clé, de plus en plus clé à Madagascar sur la partie énergétique, notamment y compris dans la production, parce que je comprends qu'il a un rôle dans le plus grand barrage qui est en train d'être mis en place, et qu'à côté, la société publique d'électricité On ne citera pas. n'est pas en en très très bonne santé. Et peut-être pour compléter effectivement ce que disait Benjamin, les 20 dernières années nous ont montré qu'il y avait un marché et une libéralisation possible dans le secteur des télécoms, d'où les succès, Xian, Orange, MTN et d'autres. Côté électricité, c'est beaucoup plus compliqué, pour aussi des raisons d'infrastructure d'ailleurs, hein. Tout le monde parle des mini-grids, mais c'est moins facile à faire que la téléphonie mobile. Et on voit qu'il y a des succès d'entreprises privées dans le domaine de la production. Je pense à des Eranov, des Globelec, hein, dans une dizaine de pays. Mais sur ce qui a été le succès des télécoms, qui est la relation client, et donc avoir des abonnés qui payent, c'est pas des abonnés, qui même, enfin, les fameux ARPU dont on parlait tout à l'heure, pour l'instant, le modèle est très, très compliqué sur le continent. Même si aujourd'hui, c'est quand même parmi les réflexions de la Banque mondiale, puisque la Banque mondiale réfléchit à tout ce qui est, mais c'est un peu le dernier kilomètre, en le lien sur le dernier kilomètre entre les télécoms et l'énergie. Mais je ne veux pas être négatif, mais ma vision, c'est que le Big Bang qu'ont connu les télécoms en Afrique dans les années 2000-2010, je ne suis pas certain qu'on va le connaître tout de suite dans le secteur énergétique. Or, je dirais l'aspect production, d'ailleurs aussi sur du renouvelable, hein, solaire ou éolien, mais sur le Big Bang, y compris jusqu'à délivrer le service aux clients, je ne suis pas certain que c'est là qu'on trouve la même révolution que ce qu'on a connu dans les télécoms. Ne pas distribuer l'électricité par les satellites. C'est plus compliqué l'électricité par satellite. Ouais. Je vous propose peut-être que Virgile diffuse le slide pour les prochaines, et puis après on revient vers vous juste après, là, pour 30 secondes. Juste vous présenter les prochaines conférences. Alors, magnifique. Ah oui, alors, déjà, elle prend par rate 2026. On vous a mis un QR code, comme ça va plus vite. Euh, c'est le 16e édition de l'ODI, l'Observatoire du développement international, jeudi prochain, donc à la même heure. C'est un sujet d'école. Et c'est un sujet qui est très proche, en fait, de notre deuxième thématique, qui était le financement des infrastructures télécom. Donc, le QR code, vous allez directement pour vous inscrire. Alors, c'est moins bien situé que le CIAN, et à la Défense, hein, désolé, il faut plus aller dans l'Ouest. L'invité, alors, ça ne sera pas Action, cette fois-ci, ce sera Orange, puisqu'on aura la directrice financière d'Orange Afrique. Et trois, je dirais, des financiers dans les bailleurs de fonds, puisqu'on aura Michel Rogy, qui est un Français, mais qui est le patron des télécoms pour l'Afrique à la Banque mondiale. On aura Jalal Kidji, qui est le numéro 2 de DGA de Proparco, donc la partie privée de l'AFD qui se remet à faire des télécoms. Et enfin, Benoît Denis, qui s'occupe des télécoms sur le parti privé à la Banque européenne d'investissement. Donc, on fera un focus un peu sur ce qu'était notre deuxième partie lors de notre conférence. Donc, voilà, c'est jeudi prochain. Et là, le QR code, en 2 clics, vous pouvez. Voilà, on va laisser 30 secondes parce que je vois qu'ici, il y a des gens qui utilisent le téléphone. C'est pour me prendre en photo. Je suis ravi. Je pense pas, c'est ça qui est bizarre. C'est bon. Et puis, le deuxième slide, si c'est bon pour tout le monde. Ah, pas de deuxième slide. Non? Ah, il arrive. Bah, sinon, c'était juste vous donner le programme des 4 conférences de la commission digitale de l'année prochaine. Comme d'habitude, une tous les 3 mois. Sinon, je peux le faire, hein. Le 26 mars, on parlera du sujet banque et intelligence artificielle en Afrique. Le fin juin, ça sera sur les Smart Cities. Ah, voilà, c'est parfait. En septembre, sur l'agritech, parce que c'est aussi un sujet important. Et puis, dans un an, on fera sur l'inclusion financière en Afrique. Voilà. C'est ça. C'est dans ton agenda, Stéphane. Tout est sous contrôle. Mais j'arrive pas à ouvrir la ligne. Voilà. Je propose qu'on revienne voir en termes de visio nos 4 intervenants. Et pour les remercier, puisque nous allons nous séparer, donc Jérôme, Jonathan, Yves et Benjamin, un grand merci à vous. Je présente mes excuses parce que je n'aime pas ça. Il n'y avait aucune représentante féminine à cette conférence, mais des fois sur le digital en Afrique, c'est compliqué, je dois avouer. Donc, mais mea culpa quand même. Mais en tout cas, merci à tous les cas pour vos précisions. C'était très intéressant et très précis. Merci beaucoup. Merci à tous. Prochaine. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.